Salut coach, est-ce que tu t'es déjà dit mais je peux pas faire de la préparation mentale, j'ai pas le temps avec mes athlètes de faire des entretiens individuels? Si c'est le cas, reste avec moi maintenant parce que je vais te montrer comment faire de la préparation mentale intégrée. Ça veut dire sur le terrain, comme la préparation physique intégrée, c'est de faire l'entraînement mental en même temps que tu entraînes la technique de tes athlètes, en même temps que tu les as devant toi, par exemple sur le terrain de foot, sur le terrain de tennis, là où tu es en train de faire ton activité. Salut, je m'appelle Nathan Delacoste et je suis formateur en préparation mentale pour les entraîneurs. C'est parti. Alors, il y a quelques jours, j'accompagne un coach mental un peu débutant qui démarre sur le terrain avec un groupe d'athlétisme. Et ce coach mental, il me dit, bon ben voilà, là je suis avec eux, je suis pas en train de faire des entretiens individuels, je suis en train de les accompagner sur le terrain. Comment est-ce que je peux leur faire de la préparation mentale pendant leur séance d'athlétisme? Et là déjà, je te renvoie vers une vidéo sur les différents facteurs de performance en sport à regarder, va la voir si tu ne l'as pas vue, qui te montre dans un sport en particulier, c'est quoi les facteurs sur lesquels tu devrais agir en priorité, parce que les facteurs de performance ils sont très nombreux et qu'on veut agir là où ça a le plus d'impact en premier. Et comment ça s'est passé avec lui? Eh bien, je lui ai demandé, tiens mais c'est quoi le contexte du sport dans lequel tu es? Et grâce à ça, tu vas pouvoir mettre en place les bons exercices de préparation mentale. Je te donne un exemple. Quand j'ai accompagné un golfeur l'autre fois, donc je suis allé avec lui sur le terrain pendant tout un après-midi de golf, pendant 4 heures ou quelque chose comme ça. Et ce golfeur de niveau international, ce que j'ai remarqué, c'est que quand il s'entraînait au putting, tu sais, c'est au niveau du green à la fin, là, quand il cherche vraiment à mettre la balle dans le trou, pas quand ils sont super loin. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il s'entraînait à un endroit, donc il prenait une balle, il pose, il joue. Il prend une balle, il la pose, il joue. Il prend une balle, il pose, il la joue. Et je lui dis, tiens, mais d'habitude, quand tu joues au golf en compétition, ça fonctionne pas vraiment comme ça, non? Combien de temps d'habitude il y a d'écart entre deux balles? Et là, il me dit, ah bah oui, moi je tape une balle, puis après il faut aller la chercher, et après il y a les autres concurrents qui viennent jouer entre-temps, etc. Et là, on se rend compte de quoi? Qu'il y a un gros écart entre la manière qu'il avait de s'entraîner, et puis comment ça se passe réellement dans la tête le jour de la compétition. Et en soi, ce qu'il faisait, c'est pas mauvais, c'est bien, ça lui permet de taper un grand volume de balles. Mais on a besoin de s'entraîner aussi dans des conditions proches de celles de la compétition. Et comment ça fonctionne dans le golf? Eh bien, je lui ai dit, ok, maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à chaque fois, tu tapes la balle, et là-bas, il y a un arbre. Quand tu as tapé la balle, tu vas juste marcher jusque là-bas, puis revenir. Ça prenait une dizaine de secondes. Et d'un coup, après avoir vécu cette expérience 4, 5, 6 fois, je lui dis, ok, c'est quoi la différence? Il me dit, ah bah maintenant j'ai le temps de penser entre deux balles. Ok, et là ça commence à devenir très intéressant. Parce que selon comment l'athlète se met à penser entre deux balles, ça a beaucoup d'impact sur la performance suivante. Avec tout le discours interne, imagine si quand il part, il passe son temps à débriefer de la précédente balle. Alors on se retrouve dans cette situation dans laquelle il n'est pas vraiment en train de jouer la prochaine, il est peut-être encore en train de débriefer la précédente. Et au moment où il vient jouer celle-ci, la suivante, il se dit peut-être « Ah, j'ai raté la précédente, ça va pas du tout, etc. » Et donc, comme c'était son cas à lui, ce que je lui ai proposé, c'est de dire, ok, ben, jusqu'à l'arbre, tu peux prendre un moment pour débriefer le coup que tu viens de jouer, et te dire peut-être, ok, la prochaine fois, il faut que je tape plus fort, plus à gauche, plus à droite, etc. Et quand tu seras arrivé à l'arbre, jusqu'au moment où tu reviens ici, à partir de ce moment-là, la précédente balle, elle est derrière toi, et tu te concentres sur la suivante. Ça, c'est une des choses qu'on peut mettre en place. L'autre, tu sais, c'est juste de lui demander de prendre conscience de quel va être le discours interne, qu'est-ce qu'il se dit à lui-même, pendant qu'il va marcher autour de l'arbre et revenir. Et ça m'arrive des fois de leur faire noter ça carrément sur un papier pour pouvoir ensuite faire des séances de prépa mentale très spécifiques dans le sens où elles vont être liées à quelque chose de factuel qui a eu lieu sur le terrain. Donc tu sais, une façon de faire de la prépa mentale sur le terrain, c'est juste, par exemple, d'aider tes athlètes à prendre conscience de ce qu'ils se disent à eux-mêmes. Puisque souvent, ça fait tellement longtemps qu'ils se disent qu'ils sont nuls, que ça craint ce qu'ils font, ou qu'ils ont un discours interne limitant, qu'ils se rendent même plus compte qu'il est là, parce qu'ils en ont comme pris l'habitude. Ok, je te donne un autre exemple de préparation mentale intégrée. On est d'accord pour dire que l'état interne, comment tu te sens, dans quel état émotionnel je suis, va avoir de l'impact sur ma performance, n'est-ce pas? Et bien du coup, j'ai proposé à ce coach mental qui accompagne des lanceurs, notamment de javelot sur le terrain, de dire ok, ben au javelot, entre les lancers, ce que tu vas leur proposer, c'est tu vas leur donner un casque avec une musique bien particulière. Et dans un cas, par exemple, tu vas leur mettre une musique super motivante, je sais pas, un Survivor de Rocky, ou moi j'adore AC/DC, Highway to Hell, et j'écoute souvent ça avant de donner des conférences. Tu vas leur mettre une musique comme celle-là, et leur demander d'observer comment ça change l'état dans lequel ils sont. Par exemple, tu fixes voilà, 1 minute d'écoute, et après ils vont faire leur lancer, et tu leur proposes d'observer. Ils lancent pas avec le casque sur les oreilles, hein. Ils écoutent la musique, puis ils y vont. Et tu leur demandes du coup d'observer comment l'état interne change et quel impact ça a ensuite sur la performance. Et pour aller plus loin, bah évidemment, on va jouer avec le contraste. Tu peux leur faire comme ça écouter aussi une musique triste.
Je vous laisse chercher les musiques tristes, je pense que vous n'en connaissez pas. Une musique triste, tu leur fais écouter ça, et là, demande-leur de remarquer comment l'état interne change. Et souvent, ça a un impact direct sur le niveau de force qu'ils sont capables de développer, le niveau d'envie, etc. Et tu pourrais jouer avec encore d'autres types de musique. Plus tu vas leur permettre d'expérimenter que l'état interne a un impact sur la performance, plus ça va les rendre attentifs à ça. Attentifs, ça veut dire que la prochaine fois, eh ben, ils vont faire en sorte pas seulement de bien lancer, mais aussi de bien se régler eux-mêmes avant d'aller effectuer le lancer. De la même manière qu'un apnéiste, avant de faire sa plongée, va régler sa physiologie à l'intérieur pour pouvoir faire la plongée. C'est important de montrer ça aux athlètes dans d'autres sports. Et je veux te donner aussi cet exemple en ski. En ski alpin, souvent à l'entraînement, les jeunes, ils font une manche de slalom, ils prennent le télésiège ensemble, ils remontent. Sauf qu'en compétition, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pas tous ensemble. En compétition, souvent, les jeunes skieurs alpins, ils se retrouvent à prendre le télésiège tout seul pour remonter au départ. Et il se passe quelque chose de très différent quand tu es sur le télésiège en train de rigoler avec les copains, ou quand tu es tout seul, le jour de la compétition, que tu viens de faire une manche dont tu es content ou pas, et que tu dois remonter pour faire la prochaine manche. Et ça, c'est un moment crucial. Et donc, parfois, tu devrais être ce coach de ski alpin qui dit à tes jeunes, ok, aujourd'hui, vous allez prendre le télésiège tout seul pour voir comment ils gèrent ce moment avec eux-mêmes, quelles pensées ils ont, comment ils observent la piste quand le télésiège, évidemment, remonte au-dessus de la piste qu'ils viennent de faire. Et ça va te permettre, du coup, de faire travailler ces aspects psychologiques qui sont cruciaux le jour de la compétition et qui, parfois, à l'entraînement, on les retrouve pas. Voilà, j'espère que ça fait du sens pour toi d'observer dans quel contexte a lieu ton activité en compétition et de quelle manière, du coup, ça se profile à l'entraînement en compétition. Et il y a plein d'autres exemples comme ça, tu sais, en tennis, par exemple, le coach, il n'a pas le droit d'intervenir pendant les matchs, en tout cas à très haut niveau, en grand chelem, etc. Du coup, dans cette vidéo, on a parlé de comment agir sur l'état interne, sur la concentration, sur ces facteurs de performance-là qui sont notamment liés au contexte de la compétition, et dans une prochaine vidéo qui s'affiche ici, je vais te montrer comment agir sur les croyances qui ont un impact sur la technique. Si parfois tu te demandes « Ah mais les athlètes c'est terrible, ça fait plusieurs fois que je leur dis comment ils devraient s'y prendre mais ils n'arrivent pas à le mettre en place », peut-être que le problème il n'est pas lié à la technique ni comment ils la comprennent, mais à ce qu'ils se disent comme croyances. Clique sur la vidéo, je t'explique tout ça. Ciao.